your own safety, please avoid these areas. Salut tout le monde, salut Kevin. Salut. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Classé 18+, donc je suis revenu. Ouais. Voilà, parce que ceux qui ont suivi tout ça, bon, bah, savent que j'étais un petit peu malade, mais bon, ça allait. Ça allait bien. Hein. Ouais. Ça allait bien, mais bon, ça va encore mieux. Voilà, j'étais un petit peu malade, mais bon. Mais ça allait? Ça allait bien. Okay. Oh, j'étais juste un petit peu malade. Alors combien de temps on va la faire? ça va, juste là, c'est suffisant. Okay. Et donc on revient pour parler de jeux vidéo classés 18+. Voilà. Mais plutôt que de s'étendre longuement sur ce premier plateau, je te propose, Kevin, de jeter un œil au sommaire. Ouais. On commence avec la critique du mode solo de Battlefield Hardline. Et on termine ce classé 18+, avec la critique de Hotline Miami 2, Wrong Number. Donc bon, c'est plutôt court. Mais ouais. Le programme, il a l'air sympa. Ouais, ça a l'air sympa. Mais quoi qu'il advienne. Quoi qu'il advienne. Que pourra. Ouais. Tout de suite, les news. Ouais. Synchronicité. Oui, smoothness. Smoothness. Brother. À l'occasion des 10 ans de la série, Sony nous propose cet été de casser des bouches célestes, mais en 1080p et 60 fps cette fois. Les possesseurs de PS4 pourront effectivement passer du temps sur la version remasterisée du 3e volet des aventures de Kratos et revivre ainsi ce piétinement littéral des dieux de l'Olympe. God of War 3 Remastered devrait également disposer d'un mode photo permettant de prendre et de partager vos meilleurs clichés. Une initiative plutôt cool, parce que cet épisode était effectivement terriblement spectaculaire. Et c'est vrai que pas mal de possesseurs de PS4 n'ont jamais touché à la PS3. Maintenant, on vous mentirait en disant qu'on n'aurait pas préféré une aventure inédite du Spartiate. Il pourrait maintenant être l'heure de faire des vannes sur la date de sortie de GTA V sur PC. Mais on va plutôt vous prévenir que depuis le 10 mars, les possesseurs du jeu peuvent enfin se faire plaisir à coups de braquage en coop. Au menu, du casse-dents de la banque bien évidemment, mais aussi de l'évasion de prison ou encore du pillage de laboratoire. Chaque opération requiert une étroite communication entre joueurs, et les challenges ici sont plutôt élevés. Ça faisait très longtemps que les joueurs attendaient cette feature, et elle semble faire son job en termes de plaisir procuré. On sera éventuellement amené à vous en reparler plus en détail une fois qu'on aura passé suffisamment de temps dessus. Simple. Should be the easiest money you'll ever make. Years ago, the last Inquisitor hunted a great dragon. L'un des meilleurs jeux de l'année 2014 propose depuis quelques jours du DLC pour Haut Level. Jaws of Hakon, les Crocs d'Hakon en français, vous replonge effectivement dans le monde de Dragon Age Inquisition, sur les traces du dernier inquisiteur justement, et du dragon qu'il pourchassait. La nouvelle zone que vous serez amené à explorer au sud de Tedas est composée de végétation chelou et grouille d'ennemis level 20. Un contenu dont on ne pourra pas profiter en début d'aventure donc, et dont on ne pourra pas profiter non plus sur les machines de Sony. En tout cas pas pour le moment, ce DLC étant temporairement exclusif aux machines de Microsoft. Ceux qui veulent savoir ce que le jeu de base vaut, peuvent aller jeter un œil à notre critique sur Noco. Legend speaks of the last Inquisitor, who fought to save our lands from your god Hakon. It's time for me to do the same. Blood will spill before the new moon. Lowlanders! I am the breath of winter, the cold wind of war. Join me in battle and die! This beast will wreak devastation across Olay unless we stop it now. I tried to save as many as I could. Malgré un certain nombre de défauts techniques, State of Decay nous avait plutôt chauffé lors de sa sortie. Avec son système de communauté, de ressources et de bases à améliorer, le titre d'Undead Labs était bourré d'idées intéressantes. Il s'approchait en fait du concept de survival horror ultime, dont tout fan de Romero et de Walking Dead a un jour rêvé.
2 ans plus tard, le studio s'apprête à sortir une version améliorée de son jeu. Sous-titré Year One Survival, cette nouvelle édition tourne en 1080p, inclut de nouvelles missions, 2 DLC et dispose de textures, d'animation et de mécaniques retravaillées pour l'occasion. Ça ne gommera pas toutes les imperfections, mais ça nous fera au moins oublier le vilain framerate dont State of Decay souffrait sur 360. Year One Survival sortira sur Xbox One et Windows le 28 avril prochain. We can't be soft-hearted about this. What are you waiting for? Come and get it! À quelques semaines de la sortie du jeu, Warner Bros joue ses derniers atouts pour maximiser la hype autour de Mortal Kombat 10. Après nous avoir dévoilé la présence de Jason, de Tanya et de Tremor dans le DLC Combat Pack, l'éditeur nous fait comprendre qu'un certain Predator sera lui aussi de la partie. Il paraît que s'il peut saigner, on peut le tuer, ce sale petit enfant de putain. Le prochain DLC de Call of Duty Advanced Warfare, baptisé Ascendance, arrive d'ici quelques jours et comprend 4 nouvelles cartes multijoueurs bien sûr, mais aussi de l'arme bonus et de la nouvelle sélection Exograppin. L'expérience Exo-Zombie se voit également renforcée par un nouvel épisode, animé par ses acteurs pas dégueux du tout. Les John Malkovich, Bill Paxton, Rose McGowan et enfin John Berthol, Messi et Shane dans la série The Walking Dead, sont effectivement de retour et incarnent toujours ces employés d'Atlas complètement en galère. Là encore, le DLC se pointe d'abord sur les machines de Microsoft avant de sortir sur les autres supports. Et on termine ces news avec un petit message de service, juste pour vous signaler que Bloodborne est sorti, le 25 mars. C'est-à-dire dans le courant de la semaine dernière en fait. C'est-à-dire que vous le savez déjà donc. Bon, ok. Mais jetez quand même un œil au trailer de lancement. Et pendant ce temps, nous on vous prépare la critique pour le prochain classé 18+. Alors que le jeu est 16+. Loco! Found yourself a hunter. But you will never listen. I tell you, I will not forget our adage. We are born of the blood, made men by the blood, undone by the blood. Our eyes are yet to open. Fear the old blood. The hunt makes hunters mad. You know, it's just what hunters do. Adept merchants. I've got blood. As the best hunters are. Voilà alors un nombre de news tout à fait raisonnable, légal. Voilà. Légal, avec un taux d'intérêt acceptable. Et donc on va revenir un petit peu, enfin moi je voulais évoquer donc ce DLC de Dragon Age Inquisition, qui s'appelle donc Jaws of Hakon, si je raconte pas de bêtises. En VO, comme le rappeur. Non, avec un H. Ah d'accord. Mais ouais, juste pour revenir sur le ridicule de cette situation. Déjà, vous savez, d'une manière générale, bon, les DLC, si on peut esquiver, tu vois. Si on peut esquiver, on s'en porte plutôt mieux. Mais là, faut revenir un petit peu sur le ridicule de la situation. Donc, comme il est dit dans la news,
Il est prévu pour l'instant de manière exclusive pour Xbox One et PC. PC, ouais. Et Windows probablement, je sais, ça doit être une exclue Microsoft. Oui, bah voilà, tout simplement. C'est possiblement ça. Et lorsqu'on demande à BioWare, ok, vous avez des infos, une date pour la PS4, parce qu'on imagine que ça va sortir. Enfin, évidemment que ça va sortir sur PS4. Ils disent, non, pas de commentaire. On sait pas. On sait pas. Ce que je trouve ridicule dans cette histoire, c'est que autant tu te pointes avec une exclusivité pour ta console, tu vois, au moment du lancement de ta console, ou même d'une manière générale pour dire, bon ben voilà, quand t'es chez Microsoft, t'es par exemple, voilà, Forza Horizon. Quand t'es chez Sony, bon ben c'est Gran Turismo. Là, ok, bon, ton exclusivité, elle tient la route. Mais là, l'exclusivité d'un DLC... Métaphore voiture, pardon. Ouais. Non, mais ils ont compris, ils savent qu'on est subtil ici. Mais quand on parle d'une exclue pour un DLC en plus temporaire, et puis on communique pas derrière et tout, c'est vraiment le principe de... une boîte va mettre des sous pour qu'une catégorie de joueurs n'ait pas accès à quelque chose. C'est nul. Ouais, c'est nul. C'est ces DLC enfin, ces exclus, pardon, désolé, ces exclus qui n'ont aucun intérêt pour le joueur. Enfin, je veux dire, le public n'a rien à voir là-dedans. C'est des deals qui finalement ne... Parce que comme tu dis, d'un côté, ces gros exclus, les Gran Turismo, les Forza, il y a d'autres exemples que Uncharted par exemple pour Sony, ce genre de trucs. C'est des exclus qui donnent des couleurs à des consoles quelque part, qui font que tu vas plus volontairement chez un éditeur ou un autre, chez un constructeur ou un autre. T'es team Halo ou t'es team Killzone. Voilà, exactement. Là, quand c'est du DLC d'un jeu déjà sorti, dispo partout, que c'est du DLC, qu'on te dit, bon, ben pour l'instant, c'est que pour eux, ouais, et puis c'est pas une couleur, en plus t'as pas eu, en l'occurrence, Microsoft n'a sûrement pas aidé à faire ce DLC. Non. Il y a pas d'histoire on se ou met de participation au niveau du scénario. Oui, voilà. non, c'est ce que je propose comme idée, moi. C'est du deal, purement financier. Cassandra, en fait. Oui, ce serait bien que, non, c'est pas ça. C'est purement financier et t'es même amené à te demander, mais qu'est-ce qu'ils ont pensé, mec, qu'un possesseur de Dragon Age sur PS4 va se dire merde. Le DLC il est sur Xbox One, oh bah je vais débourser 400 €. Allez. Parce que quand même j'ai bien aimé le jeu. 460. Bah oui. Non, ça marche pas. Mais c'est comme ces trucs de précommande, tu vois, quand on commence, c'est fractionner les jeux de plus en plus et dire t'auras ça si tu l'achètes dans tel magasin, sur telle console, à telle date avant, dans telle édition. Avec en plus après t'auras le Season Pass et peut-être ce DLC qui est exclu à... Non, c'est chiant. D'une manière générale, la multiplication des offres, j'ai l'impression que ça vise parfois plus à embrouiller le joueur qu'à autre chose. Et c'est marrant parce que c'est un petit peu le cas du jeu dont il va être question tout de suite. Battlefield qui propose donc un Battlefield Premium, une version collector, Premium Access, mais attends, tu vas voir. Season Pass Plus, avec plein de prix différents, finalement, tu sais plus à quel contenu tu as accès. Bon, tu me diras, bon, bah, si l'expérience elle est sympa, peut-être ça vaut le coup. Bah, j'ai envie de te dire, Moguri, que c'est ce qu'on va voir incessamment sous peu. Je bosse mes transitions. Non, mais il y a du vrai progrès depuis quelques temps, j'ai l'impression. Ça t'a fait du bien, cette petite j'ai l'impression. Pause. Il est assez cool de constater que malgré un succès certain, la série Battlefield a tenté avec ce nouvel épisode quelque chose d'un peu nouveau, en tout cas dans le style. Well, good luck, man. Fuck you! On échappe en effet aux ambiances militaires classiques pour aller plutôt traîner du côté du monde policier. Alors oui, il y avait clairement plus original, mais une prise de risque dans ce milieu en 2015, aussi petite soit-elle, est toujours la bienvenue. Reste à savoir si cette initiative vaut réellement le coup, et si la transmission de flambeau s'est bien effectuée entre DICE et Visceral Games, les devs de Dead Space, et accessoirement le studio à qui l'on a confié le développement de ce nouvel épisode. Battlefield Hardline, c'est une histoire de flic comme on en a suivi 1000. Nicolas Mendoza, un bon flic, droit dans ses bottes, bien dans ses principes, les cuisses d'une propreté exemplaire, combat de manière quotidienne le crime dans les rues de Miami.
Nick s'en sortait bien, jusqu'à ce que ses principes viennent contrarier les plans de flics un peu moins transparents. Le joueur expérimentera donc de la sale trahison avant de passer par l'étape vengeance, mais un peu comme ce qu'on a pu voir dans des centaines de productions finalement. On est effectivement dans une config où les ripoux finissent mal et où la justice triomphe. À deux doigts de la scène de fin avec la couverture de survie et les voitures de flics en arrière-plan. Enfin non, pour être honnête, la conclusion d'Hardline annonce un deuxième épisode ou au moins du DLC. Mais dans l'esprit, l'ensemble a été pensé et conçu comme ces films ou ces séries américaines avec lesquelles les gens de mon âge ont grandi. On retrouve d'ailleurs dans le casting Benito Martinez, dans un rôle qui semble lui aller à ravir, Captain de police. Et ouais, Aceveda les mecs, de l'excellente série The Shield. Merde, Aceveda quoi. Visceral Games a clairement touché un de mes soft spots. Malgré le changement d'ambiance, on est toujours amené à tirer à plusieurs reprises sur des gens et à défoncer tout un tas de parois dans ce Battlefield. Simplement en tant que flic, même si vous pouvez jouer les shows en faisant du bruit et en passant par la porte de devant, vous êtes clairement encouragé à utiliser des méthodes moins musclées et plus silencieuses. Hardline dispose ainsi de ce principe de badge qui peut friser jusqu'à 3 ennemis en même temps, vous laissant le temps de les épingler. A noter qu'en braquant les individus voulant jouer les dingues, vous augmentez vos chances que ces derniers ne se retournent pas contre vous lors de l'interpellation. Un principe pas forcément idiot, même s'il est vrai que mettre à l'amende 3 gars équipés de calache à l'aide d'un petit pétard peut paraître un peu ridicule. Toujours est-il que le jeu vous récompense lorsque vous vous y prenez de la manière officielle, on va dire. Vous octroyant un certain nombre de points qui à terme débloquent du matos plus performant à utiliser en mission. Les points se gagnent également en interpellant des individus précis qu'il faut au préalable identifier à l'aide de votre scanner. Ce dernier, terriblement utile, vous indique la présence d'éléments comme les engins explosifs par exemple, mais sert surtout à marquer les ennemis afin de les suivre et ce, même à travers les parois. Le scanner décèle également les preuves nécessaires à la constitution de vos dossiers. Une petite feature facultative qui vous pousse toutefois à explorer les moindres recoins d'une map et qui vous récompense par des petites scènes typiquement policières vous aidant à comprendre les enjeux des différentes enquêtes en cours. Les maps justement sont assez grandes pour certaines et proposent généralement plusieurs manières d'être abordées. Des accessoires comme le grappin ou la zipline multipliant les angles d'approche. On s'éloigne donc un peu de l'expérience couloir que ce genre de FPS a pu proposer par le passé, même si du coup, on perd fatalement en spectaculaire. You know you need a warrant for that. Looks like a conference room to me. This'll work. La tentative de changement d'univers est à saluer. Les Battlefield, et même les FPS de manière générale avec des soldats américains qui vont se battre là où il y a du sable, ont fini par fatiguer tout le monde. S'orienter vers du délire policier n'était pas idiot, d'autant que les moyens déployés aussi bien par les forces de l'ordre que par les trafiquants ont de quoi générer de grosses guerres spectaculaires. Il est simplement dommage qu'en donnant dans cet univers, Visceral Games ait emprunté la quasi-totalité des clichés issus de ce dernier. De la situation de flic ripou à la coéquipière sexy et nerveuse, en passant par le black un peu rigolo, tout ici a déjà été vu quelque part. Alors c'est bien fait, hein, c'est bien joué, et définitivement convaincant, surtout en VO, mais pas vraiment original. Côté jeu, on peut prendre du plaisir à coffrer tous ces malfrats. Et à la difficulté la plus haute, le challenge est au rendez-vous, avec des ennemis qui n'hésitent pas à vous débusquer à coups de molotov. Mais l'IA peut être assez facilement bernée. Et c'est vrai que pour un Battlefield et pour des profils comme le mien, ça manque un peu d'explosions et d'hélicoptères. Malgré ces petites déceptions, on reste clairement conscient que l'intérêt de ces jeux réside principalement dans la dimension multijoueur, et que la campagne solo fait limite office de tuto. On sera donc incessamment sous peu amené à vous reparler de Hardline et de son mode multi dans classé 18+, en espérant que je règle d'ici là ce fâcheux problème de kill ratio.
Voilà, c'était mes 2 centimes concernant le solo de Battlefield Hardline. On précise, hein, on parlera du multi dans les détails dans un prochain numéro de Classé 18+, parce que voilà, on aime bien séparer les choses, et d'autant que c'est pas du tout la même expérience. Tu nous as rejoint, Aymeric Lapêche. Ça va? Bon retour à la maison. Ah bah merci, ça fait plaisir. J'espère que ça te dérange pas, on a un peu utilisé la cheminée, ça a bien pris, ça a bien pris. Ouais, ça a bien pris. Bon, bien, ouais. il fait chaud. Il fait chaud. C'est ta cam, toi, les Battlefield et tout? T'as traîné Battlefield, moi j'ai surtout joué au 2. Ouais. C'était vraiment... Bad Company ou juste Battlefield? Non, juste le 2. D'accord. 2142 qui est sorti un petit peu après, qui était dans un délire un peu plus futuriste. Ouais. Mais j'avais bien aimé aussi, donc j'ai passé pas mal de temps après. C'est vrai que j'ai un peu lâché. D'accord. La série. Ok. Bon, de manière, on en parlera dans quelques numéros. Je sais pas si c'est dans 2 semaines ou après, parce que faut le temps. Hein. Vous savez que l'expérience multi, c'est pas tu joues une journée et puis c'est bon, t'as compris ce que c'était. Surtout Battlefield. Ouais, voilà. Tu dois comprendre les dynamiques des squads. Augmenter de niveau, faire les armes, faire la bagarre. J'ai fait quelques parties, hein. J'ai fait quelques parties online, mais alors que je me croyais fort quand même en FPS sur console, et je me suis fait rudoyer. Je savais pas quels étaient les objectifs, qui étaient mes coéquipiers. C'est le projet de tout ça. J'arrivais dans les voitures, j'explosais dans les hélicoptères. J'arrivais dans des hélicoptères, les mecs qui sautaient des hélicoptères. Enfin, c'était. Moi, j'ai vécu des aventures dans le 2 et dans le 2140. Des fois où genre j'étais avec donc c'était il y a genre 8 ans, un truc comme ça. Le 2, quand il est sorti, j'ai plus la date exacte, et j'étais avec un pote donc sur TeamSpeak à l'époque, et on vivait vraiment les aventures. Genre j'étais là, genre au milieu, genre j'ai cru entendre un tir de sniper, et genre on était vraiment à fond dessus et tout. On était là, t'avais vraiment l'impression d'être dans la guerre, tu vois, la guerre, dans la guerre, et là tu t'entends genre un tir qui file comme ça. Et là je me rappellerai toute ma vie de ça, un de mes meilleurs moments de gamer. Genre on se retourne comme ça et on voit sur une colline genre escarpée, genre un mec, tu sais, avec un déguisé en ours, genre qui nous regarde comme ça, et j'étais avec mon pote, et en même temps on a fait paf paf, genre t'as entendu 2 balles, ça résonnait partout. Et là tu voyais sur l'écran, genre on l'avait vu, tu vois. Genre c'est feeling, tu vois, comme dans Stalingrad, tu vois. Je vois, film américain. Ah bah c'est très bien. Bon non, moi c'était pas du tout pareil là sur Hardline. Le peu de parties multijoueurs que j'ai fait, j'avais un kill ratio, mais c'était la honte. C'était genre 0,16, enfin un truc n'importe quoi. Donc je vous rassure, quand je parlerai sérieusement du multi de Battlefield Hardline, a priori les images que vous verrez, ça sera quelque chose de respectable. En tout cas quelque chose dont j'aurais pas honte. On va regarder maintenant, si tu veux bien, Aymeric, la critique de Hotline Miami 2 Wrong Number, qui a été faite par Gab. Donc c'est une critique qui l'a beaucoup marqué. Remontons le temps de quelques années. En 2012 sort Hotline Miami, un top-down shooter d'un obscur duo suédois, Denaton Games. Un titre qui changera à jamais le monde du jeu vidéo. Ça semble exagéré, mais en y réfléchissant bien, l'impact que ce jeu a eu est tout simplement gigantesque. Sans lui, son éditeur, Devolver Digital, n'aurait pas connu cet énorme gain de popularité, qui lui a permis d'éditer des perles comme Broforce, Always Sometimes Monsters, Luftrausers ou encore le remake de Hatoful Boyfriend. En utilisant GameMaker, un moteur permettant de créer des jeux sans une seule ligne de code, Denaton a également prouvé que tout le monde pouvait faire des jeux vidéo. Sans lui et quelques autres jeux comme Spelunky, la scène indépendante serait probablement beaucoup moins prolifique aujourd'hui, et la création réservée à un petit groupe d'initiés. Hotline Miami a aussi popularisé tout un mouvement musical, la Synthwave, notamment grâce à plusieurs titres de Perturbator dans son OST. Il a également mis sur le devant de la scène, et c'est peut-être ça le plus important, une thématique auparavant rarement traitée dans le jeu vidéo, la violence en tant que telle. Elle est très souvent utilisée comme un élément de gameplay, comme un moyen, mais rarement traitée comme un sujet propre. Depuis, plusieurs titres ont abordé avec brio cette thématique, et certains n'auraient peut-être pas vu le jour si Hotline Miami ne leur avait pas ouvert la voie. Revenons maintenant à notre époque. Hotline Miami 2, Wrong Number, est sorti depuis plusieurs semaines, et on doit vous avouer qu'on n'était pas plus emballé que ça lors de l'annonce de sa mise en chantier. Cette suite nous semblait aussi utile qu'un Tetris 2, dans le sens où l'efficacité du gameplay d'Hotline Miami résidait dans sa simplicité, son épuration. Quant à son scénario, tout semblait déjà être dit, l'histoire des 2 personnages se finissant chacune sans beaucoup d'ambiguïté. Nous avons également eu droit à une sortie encore et encore repoussée, des bugs en pagaille et plusieurs patchs lors du lancement, une promotion entachée par plusieurs polémiques, mais d'un autre côté, c'est la suite d'Hotline Miami. C'est un jeu de Denaton.
La bande-son ayant fuité quelques semaines avant la sortie s'annonçait fantastique. Alors ça aurait été dommage de ne pas au moins lui laisser sa chance. Si on ne devait juger un jeu que sur son game system, le jugement serait sans appel. Hotline Miami 2 est moins bon que son prédécesseur. Pas mauvais, au contraire, mais très loin de la perfection atteinte par le premier épisode. Tout partait d'une excellente intention. Ne pas se contenter d'une simple évolution du gameplay originel, mais le changer en profondeur pour créer une expérience totalement différente. Le cœur d'Hotline Miami résidait dans ses combats au corps à corps et l'improvisation. Très bien, sa suite sera centrée sur les armes à feu et des niveaux nécessitant une approche beaucoup plus tactique. Les aires de jeu sont beaucoup plus grandes et ouvertes qu'auparavant, et font ainsi la part belle aux affrontements à distance. Les situations sont également beaucoup plus variées que dans le premier épisode, chaque niveau ayant une idée, une petite séquence rendant le tout inoubliable. On pense notamment à ce combat contre un boss dans la cour d'une prison, ou à cet assaut sur les docks, où l'on doit avancer caché derrière des containers pour ne pas mourir sous le feu ennemi. Le système de masques apportant divers bonus a lui aussi été revu. Wrong Number mettant en scène une bonne dizaine de personnages, les différences sont désormais liées au protagoniste incarné. Par exemple, l'écrivain ne peut pas infliger d'attaque mortelle, on oublie donc les pistolets. Le soldat est à la fois équipé d'un couteau et d'une arme à feu. Alors que le fils peut au choix utiliser une paire de pistolets ou infliger des attaques mortelles à main nue. Parmi tous ces gameplays différents, notre préférence va à celui d'Alex et Ash. Vous voyez les Ice Climbers? C'est à peu près la même chose, avec une tronçonneuse et un pistolet mitrailleur en plus. Inhabituel, surprenant et jouissif à contrôler. Malheureusement, tous ces ajouts sont ternis par deux gros défauts. Le premier, c'est le manque de peaufinage, d'autant plus énervant quand on sait que le jeu a été repoussé plusieurs fois pour justement éviter cela. Alex et Ash sont jouissifs à utiliser, quand tout fonctionne. Régulièrement, Ash, que vous ne contrôlez pas directement, se bloque dans les portes et les murs. Il n'est pas rare de se retrouver seul en plein combat et de rapidement mourir. On ne vous cachera pas que c'est extrêmement frustrant, voire même rageant. Le deuxième défaut est moins embêtant, mais empêche Hotline Miami 2 d'être aussi mémorable que son prédécesseur. La construction des niveaux est impeccable, certes, mais l'intelligence artificielle des ennemis n'est pas adaptée. Elle n'a tout simplement pas évolué, alors que les niveaux aussi. Et si elle collait parfaitement aux petites arènes du premier Hotline Miami, ici, eh bien, elle donne juste l'impression d'affronter des lemmings se précipitant vers nous au moindre signe, au moindre bruit. Adieu la prise de risque. Désormais on se planque, on attire les ennemis, on les massacre et on recommence. On regrette également que la difficulté soit un peu moins bien dosée qu'auparavant. Hotline Miami avait beau être très difficile, il était également très juste. Lorsqu'on mourait, c'était toujours de notre faute, et on savait pourquoi. Ici, certaines morts sont très frustrantes, notamment lorsqu'un ennemi situé hors de l'écran nous tue instantanément. Mais malgré tous ces défauts, et aussi bizarre que cela puisse paraître, Hotline Miami 2 est encore plus jouissif que le premier. Sans effacer toutes ces tares, certains éléments, notamment au niveau de l'ambiance et de la mise en scène, les compensent si bien qu'on les oublie. Le scénario du premier Hotline Miami avait de gros défauts, notamment des passages inutilement alambiqués, mais il reste tout de même une des meilleures histoires que nous ait offert le jeu vidéo, à la fois violente, sensible et intelligente. Celui de Wrong Number est-il à la hauteur de son aîné? Tout dépend de la façon dont vous l'abordez. Vous pouvez jouer à Hotline Miami 2 de la manière dont l'ont vendu les développeurs, c'est-à-dire un complément au premier épisode faisant la lumière sur de nombreuses zones d'ombre, tout en étendant l'univers. En se déroulant à la fois avant et après le jeu originel, et en changeant constamment de personnage et d'époque, Wrong Number développe quelque chose que n'avait pas le premier. Quelque chose d'étrange. Comme si on regardait un album photo d'inconnus, que l'on sait lié à nous, mais sans plus. Ça aurait pu être intéressant, si ce n'était pas totalement inutile. En apprendre plus sur le futur et le passé de Jacket, le héros du premier épisode, ne sert à rien. Tout simplement parce que Jacket n'avait ni passé, ni futur. C'était un symbole, une métaphore. Quant à l'univers d'Hotline Miami, qu'est-ce que c'est exactement? Des masques qui parlent? De la musique électro? Qu'est-ce qui définit cet univers et pourquoi voudrait-on l'étendre? Non, le scénario de Wrong Number n'est pas un bon complément au premier épisode, tout simplement parce qu'il est inutile et superflu. Mais il est tout de même excellent, parfait, grandiose même.
à la condition que vous le preniez pour ce qu'il est, sans vous dire que vous êtes devant la suite / préquelle d'Hotline Miami. Wrong Number est une œuvre sur la violence dans son état le plus primitif, le plus brut, sans justification, sans idéologie, juste des points, du sang, des larmes et des moquettes totalement foutues. Quelques passages du précédent épisode où l'on se sentait héroïque, les moments où l'on se sentait humain, ont totalement disparu pour laisser place à la brutalité la plus primitive. Lorsqu'un groupe de justiciers tente de mimer les actions de Jacket en sauvant une demoiselle en détresse, elle ne les remercie pas, elle ne leur saute pas dans les bras. Elle les hait, elle les maudit d'avoir tué tous ses amis, et elle peut même aller jusqu'à les tuer. Et plus on avance dans le jeu, moins on nous donne de prétextes pour continuer le massacre, tout simplement parce que c'est inutile. L'adrénaline des combats, la bande-son enivrante, les parties tellement rapides que les enchaîner devient un automatisme. Lorsque l'on termine un niveau après des dizaines, voire des centaines d'essais, on se sent comme un dieu. On a triomphé du jeu, on a gagné, et on est prêt à recommencer, juste pour ressentir ce rush de nouveau. On se dit parfois que tout de même, ce n'est qu'un jeu vidéo. Pourquoi y passer tant de temps? Mais ces éclairs de lucidité laissent rapidement place à cette violence, encore, qui n'a aucun autre but que de nous satisfaire. Et on continue jusqu'à la fin du jeu. Une fin frustrante qui n'apporte aucune satisfaction, qui nous donne l'impression d'avoir perdu notre temps. Une fin en adéquation parfaite avec le reste du jeu, une démonstration parfaite de ce qu'est la violence pure, une drogue et une perte de temps. Avant de passer à la conclusion de cette critique, nous nous devons de parler de la scène d'agression sexuelle qui a fait polémique lors de sa présentation au public lors du précédent E3, et qui a causé l'interdiction du jeu en Australie. C'est très simple, on ne sait pas quoi en penser. Cette scène, se déroulant au tout début du jeu, nous plonge directement dans cette ambiance pesante et oppressante qu'est celle de Wrong Number, de par sa mise en scène et son contexte. Un début ultra efficace et percutant, mais en même temps, cette scène est gratuite. On pourrait dire que le reste de l'aventure l'est aussi, mais il y a quelque chose dans cette séquence de bizarre qui n'a pas sa place dans le jeu. Certainement le sentiment de n'être que devant une astuce de mise en scène, cette agression sexuelle n'ayant absolument aucune importance scénaristique. Nous insistons bien là-dessus. Si cette scène avait été retirée du jeu, le scénario n'en aurait pas souffert. Ce n'est qu'une astuce de mise en scène. D'un autre côté, cette intro nous amène directement au vif du sujet, sans avoir à attendre plusieurs heures, et d'une manière radicale et osée. Mais en même temps, réduire ce type de violence à un point de mise en scène est vraiment dérangeant, dans le mauvais sens du terme. On pourrait continuer comme ça pendant des heures pour savoir si oui ou non, cette scène a sa place dans Wrong Number et si elle est réussie. Néanmoins, nous devons féliciter et remercier Denaton pour prévenir de la présence de cette scène dès le début du jeu, et proposer de la zapper. Admettre qu'un élément de son œuvre puisse légitimement faire souffrir une partie de son public, c'est quelque chose que tous les créateurs ne font pas, et c'est dommage. Espérons que cela serve d'exemple à d'autres studios. Hotline Miami 2 est bourré de défauts, parfois bénins comme les ennemis tournant sur eux-mêmes, et parfois carrément frustrants comme ces problèmes de pathfinding lorsque vous êtes accompagné de coéquipiers. Mais malgré tout, Wrong Number est un des meilleurs jeux jamais créés. À ce point, ouais, c'est peut-être le seul jeu à comprendre et à retranscrire parfaitement ce qu'est la violence pure, sans idéologie, sans prétexte. Des graphismes néons à la bande-son, en passant par le rythme intense, l'action est à la fois brouillonne et maîtrisée, comme si Denaton avait soigneusement mis en scène ce chaos. La musique joue un rôle primordial dans ce bain de sang. Elle est constamment adaptée au niveau en cours et aux personnages utilisés. L'écrivain aura droit à des musiques aériennes, tandis que les fans séviront sur des pistes d'une brutalité inouïe. La qualité et la variété des morceaux est également à saluer. On retrouve évidemment des artistes déjà présents dans le premier Hotline Miami, comme Perturbator ou Jasper Byrne, mais aussi des groupes ultra hype comme Carpenter Brut ou des inconnus talentueux comme El Tigre. Sur ce point, Hotline Miami 2 est juste parfait et dispose d'une des meilleures bandes-son qu'on ait entendues dans un jeu vidéo. Wrong Number est aussi le seul jeu, et une des seules œuvres d'une manière générale, à nous faire ressentir tous les sentiments gravitant autour de cette violence brute. Le vide, l'inutilité, la rage, l'aveuglement, la toute-puissance. Peut-être n'y verrez-vous qu'une suite correcte mais sans plus au premier Hotline Miami. Peut-être apprécierez-vous les éléments venant enrichir l'univers, à moins que vous ne soyez comblé par les gunfights. À moins que vous détestiez ce jeu et maudissiez l'auteur de cette critique. Car Wrong Number fait partie de ces rares œuvres que l'on peut aborder et ressentir de 36 000 façons différentes. Nous y avons vu une dissection et une reproduction chirurgicale de la violence. Vous y verrez peut-être autre chose.
La seule chose dont nous sommes sûrs, c'est que Wrong Number nous a marqué à jamais, et que vous devriez y jouer, ne serait-ce que pour voir ce que vous pourrez y trouver. Donc une critique très personnelle. Hein. Peut-être que moi j'aurais fait partie en fait ceux qui apprécient juste faire la bagarre et voir du sang, tout ça. Bon, pas visiblement ça l'a marqué. Hein. Qu'est-ce que toi tu as à dire sur Hotline Miami? Hotline Miami, moi j'étais un très grand fan du 1, j'avais adoré quand il est sorti, mais pour plein de raisons en fait. Donc j'ai commencé Hotline Miami 2. Ouais. Et il fait partie de ces jeux donc, qui sortent dans la vague de jeux d'allure rétro, tu vois. Ouais. Ce jeu qui te donne l'impression, l'illusion d'avoir entre les mains un jeu sorti il y a 20-25 ans. D'ailleurs, ça, il joue là-dessus, dans le niveau de la date, puisqu'il se situe au début des années 90. Et moi, je trouve ça étonnant, en voyant Hotline Miami, aussi bien le 1 que le 2, peut-être plus le 2. Je sais pas, je me dis, en fait, je vois le jeu, je me dis, mais ce jeu est trop beau, il est hyper pixelisé et tout, mais il a un style, il est super beau. Et donc voilà, il y a un deuxième point aussi que j'aime beaucoup dans Hotline Miami. Tu sais, la musique, ça me prend. J'aime, c'est super. J'aime bien quand comme beaucoup de personnes. J'aime bien quand ça groove. Ouais. Et l'OST du 1 était sublime, à mon humble avis. Et j'ai des potes donc, qui ont commencé à jouer à Hotline Miami 2 avant moi et qui m'ont dit, mais celles du 2, elles sont encore, elles sont au-dessus. Et j'y croyais pas. J'y croyais pas. Jusqu'à ce que je joue au jeu et elles sont terribles. Elles sont vraiment, elles sont terribles. Et le truc, c'est qu'elles sont encore plus variées que dans le 1. Il y a d'autres sorties qui sont du coup sont inscrits dans ce jeu-là. Et elles sont plus variées, elles sont plus aussi, je sais pas s'il a dit dans la critique, adaptées aux situations. Si, tout à fait. Elle le mentionne à plusieurs reprises. La musique, vraiment, ça fait partie, je crois que ça constitue au moins 1 ou 2 paragraphes dans sa critique à Gab. C'est vraiment un point évidemment essentiel d'une manière générale. La musique et le sound design dans un jeu, ça fait pour moi 50% de l'expérience et pour plein de personnes aussi. Et là, dans Hotline Miami 2, en l'occurrence, d'après ce que j'ai écouté et d'après ce que j'ai compris le retour, parce que moi j'y ai pas encore joué malheureusement, mais voilà, c'est super important et ça te met dedans d'une force. Mais oui, et c'est un truc qui est génial aussi dans ce jeu-là, dans les deux, hein. Je parle des deux jeux, c'est que c'est la fusion entre la musique, le style de la musique, le style de graphique. Tout colle à merveille, tu vois. Ouais, c'est une alchimie, c'est vrai, c'est des recettes. C'est des recettes, il y a des gens qui sont bien inspirés, qui arrivent à trouver la bonne recette. Franchement, il faut que tu écoutes la musique. D'ailleurs, on entend peut-être une là, sur ce plateau. Parce qu'on aime bien habiller nos plateaux avec de la zik, bien inspiré nous aussi, donc c'est coolos. Un autre point aussi que je voulais aborder, donc c'est au niveau de l'interprétation. Tu sais, il y a beaucoup d'œuvres, que ce soit des films, des jeux vidéo, qui te font croire en fait qu'elles sont assez décérébrées, c'est juste de la violence, alors que finalement c'est pour servir un propos. Moi j'adore, tu vois, après avoir regardé un film, me balader sur internet pour voir qu'est-ce qu'en pensent les gens. Hotline Miami en fait c'est un peu tout le contraire. C'est un jeu qui parle de violence, je crois qu'il a dit aussi, elle l'a dit aussi dans la critique, c'est un jeu qui parle de violence, mais pour parler de la violence. À la fin du 1, t'avais un dialogue où en gros on te faisait dire, par un truchement scénaristique, on te faisait comprendre que non en fait le jeu parle juste de la violence, c'est juste une note de la violence, et donc cherche pas à comprendre, juste regarde. Bien sûr. Et apprécie Hotline Miami comme une sorte de trip, c'est un trip. Hotline Miami c'est un trip, encore plus le 2 où ils ont flouté, en fait c'est flou. Les frontières qu'il y a entre ce que tu vois dans ce que tu vois dans le jeu, entre la réalité, le délire de toxicomane et la fiction, parce qu'il y a la fiction aussi dans le jeu. C'est super bien foutu, je trouve. Et c'était pas évident de se pointer avec un deuxième épisode, après tout le buzz que le premier avait fait. Tu sais, t'arrives, tu crées un petit peu le buzz. Putain, ton game, non, c'est original, c'est bien fait, c'est fun, c'est intelligent. On a l'impression que ça veut dire quelque chose. Derrière, viens te pointer avec un deuxième. Encore plus sur la scène indé, tu vois, qui est pas trop dans des tripes de séquelles et compagnie, histoire de monétiser une idée ou un concept. Donc c'était pas évident. Et manifestement, le mec a réussi. Clairement. Écoute, moi je trouve ça bien. C'est cool. Dans 2 semaines, Aymeric, on va parler encore de jeux 18+. Malheureusement, comme toi tu le sais, mais eux ils le savent pas. Je viens tout juste de re-rentrer dans le game. Donc je sais pas encore exactement de quoi on va parler, mais j'ai l'intime conviction que ça sera vraiment très très sympa. Et je vous invite évidemment à nous suivre dans 2 semaines pour un programme a priori massif. Massif, j'allais dire. Tu fais bien. Amusez-vous bien d'ici là.